Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Société, un magazine dédié aux questions qui vous interpellent. Et ce qui nous a interpellés en ce 22 octobre, eh bien, ce sont les chiffres de la sécurité routière dans le département et notamment le nombre de tués, des décès qui concernent le plus souvent les deux roues. Et puis, cette semaine est consacrée aussi aux personnes âgées. C'est la semaine bleue. Alors, faut-il limiter l'âge de conduite? On tentera aussi d'y répondre ce soir. En plateau avec moi, deux invités. Jean-Yves Petit, bonsoir, de la prévention routière, et Jean-Luc Prévost, bonsoir, de la Fédération des motards en colère. Il ne faut plus dire motards en colhaire, il faut dire autre chose maintenant. Les deux motards Vous êtes citoyens. toujours en colère, d'accord. Et puis nous aurons Simon Midal par téléphone de l'Automobile Club Association. Il s'avère que M. Midal est venu de Paris en voiture et il est bloqué, il est bloqué sur la route. Alors d'abord donc les chiffres. Hein, je l'ai dit, c'est toujours froid et implacable les chiffres, mais ça révèle aussi une certaine réalité. Au 14 octobre 2013, le département des Yvelines a enregistré 40 tués depuis le début de l'année. Il y en avait eu 38 sur la même période en 2012 et parmi ces 40 tués, on dénombre 16 motocyclistes. Alors une première réaction, Jean-Luc Prévost, 16 motocyclistes tués sur 40, c'est beaucoup quand on sait que forcément les motards ne sont pas les plus nombreux sur la route. Voilà, mais il faut aussi pondérer ce chiffre. On pourrait dire aussi également que les piétons, par exemple, par rapport au nombre de gens qui traversent sur la route, il n'y a pas eu beaucoup de tués par rapport au nombre de piétons qui traversent la route. Donc il faut pondérer. S'il y a autant de tués sur la route, c'est aussi parce que c'est la fragilité. Le motard est fragile. C'est incomparable avec une automobile. En plus de ça, malgré tout, sur les chiffres, à peu près la moitié ne sont pas responsables de leur décès. Alors 65%. Voilà. 65%, ils sont responsables des accidents et le reste, ce sont les automobilistes. Voilà. Mais ça a été aussi... c'est-à-dire, vous me dites 65%? 65% étaient d'ailleurs responsables de leur accident. C'est ce que nous a dit la préfecture. Voilà. Des motards ou de l'ensemble? Des motards. Des motards. Ouais. Mais l'année dernière, c'était probablement 50 et inversement, ça pouvait être 40. Vous savez, malheureusement, on n'est pas donc, à quelques unités. Donc, il n'y a pas de quoi s'alarmer? Si, toujours. Mais maintenant, on n'a pas toutes les clés pour améliorer la sécurité routière du motard, où il faudrait peut-être se pencher sur la formation, peut-être un peu plus d'informations, détecter surtout, savoir. On va en reparler effectivement de la formation parce que ça, à mon avis, c'est peut-être la clé du problème. Voilà. Jean-Yves Petit, une réaction sur ces chiffres. Alors 40 tués sur la route, c'est beaucoup, c'est plus qu'en 2012. Il y a eu un week-end particulièrement, en plus meurtrier, ce week-end qui vient d'arriver. Plus qu'en 2012. Sur l'ensemble du pays, les chiffres sont en baisse. Et dans notre département, malheureusement, c'est en hausse. Pour ce qui concerne les motards, je voudrais juste rappeler un chiffre. Les motards, les deux roues motorisées, donc motards et cyclomoteurs, ça représente à peu près 2,5% du trafic, mais 25% des tués. On voit donc qu'il y a une surreprésentation énorme, et je ne pense pas que Jean-Luc Prévost me contredira, la moto, c'est intrinsèquement dangereux. Foncièrement dangereux. C'est ce que dit Jean-Luc Prévost. On est moins bien protégé. On n'a pas de carrosserie. La seule carrosserie, c'est le casque. Et puis sur 4 roues, on est quand même plus stable que sur 2. Alors je ne dis pas bien sûr qu'il ne faut pas faire de moto, mais comme le dit Jean-Luc Prévost, il faut quand même savoir que c'est dangereux, prendre les précautions et être bien formé pour ça. Ouais. Alors justement, la formation, c'est le mot qui revient autour de cette table. Est-ce qu'il y a assez de formation? On sait maintenant qu'il y a une obligation ou pas de passer une formation pour les possesseurs de permis auto qui voudraient pouvoir utiliser des 125 cm3. Est-ce qu'il y a une formation de 7 heures qui est préconisée? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut avoir un permis moto, même quand on veut conduire une 125 Ouais, puisque vous me regardez, je vais répondre en premier. Alors, je vais regarder Jean-Luc, c'est pareil. Moi, je pense que ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, c'est sûr. Plus il y a de formation. Si la formation est bien faite, ça va dans le bon sens. Parce qu'une moto, même 125 cm3, c'est pas comme une voiture. Moi, j'aurais le droit, avec mon permis B que j'ai passé il y a quand même longtemps, de conduire une 125. Je ne le ferais pas sans être allé dans une auto-école. Et pourtant, vous avez le droit. Et pourtant, j'ai le droit. Oui. Mais donc, il faudra peut-être aller plus loin. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens. C'est quoi aller plus loin pour vous? Là, je laisserai peut-être Jean-Luc en parler, mais
depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier, on a instauré des nouveaux permis moto. Et d'ailleurs, le permis AM, le tout premier pour le cyclomoteur. Donc tout ça va dans le bon sens pour responsabiliser les gens, enfin les conducteurs. Il y a peut-être d'autres choses à faire encore, mais on progresse. Alors, il faut faire autre chose. Alors, Jean-Yves Petit qui vous passe la parole, Jean-Yves. Oui, Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Je suis un exemple, justement, je suis un transfuge de la voiture par la 125 et la moto. J'avais déjà à peu près 5-6 ans de conduite automobile, donc à ce niveau-là, il n'y avait pas de souci. Mais j'ai appris à mes dépens la pratique de la moto. C'est-à-dire de tomber sur des choses que je ne connaissais pas. Parce que là, j'avais pas du tout de formation. Maintenant, la formation du motard est quand même assez copieuse. Hein. Il y a 2 épreuves plateau, il y a une épreuve sur route, il y a le code. Tout ceci, c'est fait pour obtenir, on va dire, un diplôme. Peut-être que tout ce qui est par contre annexe et qui permettrait éventuellement d'améliorer la sécurité, par exemple ne pas freiner de la roue avant quand c'est mouillé parce qu'on tombe, par exemple, c'est peut-être dit dans la formation, mais c'est zappé par le stagiaire, on va dire, parce que bon, voilà. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a son permis, on pourrait repasser encore un autre stage de perfectionnement. Voilà, oui, parce qu'on a un autre. Après, il y a l'expérience qui commence à venir, et donc on pourrait effectivement améliorer encore la conduite. Alors la fameuse formation des 7 heures pour ceux qui peuvent conduire un 2 roues, qui ont un permis auto et qui conduisent un 2 roues, cette formation elle est obligatoire. Oui. Il faut pouvoir justifier d'un certificat quand on se fait contrôler. Vous en pensez quoi de cette formation de 7 heures? Elle est suffisante? Ça sera toujours insuffisant, mais c'est déjà pas mal. Elle existe. Il faut 7 heures pour conduire un 2 roues. Elle existe. Avant, elle n'existait pas. Hein, donc voilà, c'est déjà tout l'avantage de la chose, quoi. Ouais. Je voudrais faire une petite pause, qu'on puisse écouter le préfet des Yvelines, puisqu'il est lui-même revenu sur ces chiffres de la sécurité routière qui ne sont pas bons pour un nombre de tués et qui ne sont pas bons pour les 2 roues. On va l'écouter. Il a aussi un début peut-être de solution. On l'écoute. On doit y travailler, on doit essayer de faire prendre conscience aux motocyclistes que leur comportement est parfois dangereux. Bien sûr, il y a toujours, ou le plus souvent, un autre véhicule qui est engagé dans ces accidents. Néanmoins, c'est souvent le comportement du motocycliste qui cause le danger. Par ailleurs, il y a la situation des 3 roues, des scooters à 3 roues, où là, on constate des défauts de maîtrise de ces engins par leurs propriétaires. Et il n'est pas impossible que nous envisagions à titre expérimental et pédagogique des opérations sur la route pour essayer de faire prendre conscience aux motocyclistes que le fait de doubler les véhicules sur la file de droite peut présenter un danger. Donc nous allons faire ça dans les jours et les semaines qui viennent. Alors voilà, le préfet des Yvelines qui fait référence à l'article très précisément R414-6 du Code de la route qui réprimande le dépassement par la droite. Vous en pensez quoi, Jean-Luc Prévost? Il faut je pense des contrôles renforcés. Quand il parle de dépassement par la droite, il doit s'agir ce qu'on appelle le remont de fil sur des voies plusieurs tout le temps. Hein. Pardon? On voit tout le temps. Oui, bien sûr, mais attendez, essayer de rester entre 2 voitures, c'est pas non plus sécuritaire. Hein. Il suffit que l'autre s'arrête pas derrière, vous êtes mal aussi. Le sandwich, c'est pas bon non plus. Hein. Donc il fait référence à ça. Mais en ce moment, c'est en cours c'est en test pour justement améliorer la chose. La position de la FFMC. C'est en test pour améliorer la chose, c'est-à-dire améliorer pour savoir si le remont de fil, on va effectivement l'adopter. Pour la FFMC, le remont de fil n'est valable que jusqu'à une vitesse de 60 km/h. Au-delà, on réintègre les fils. Sinon, il faut avoir un différentiel de 10 à 20 km/h par rapport au flot de circulation. Le motard regarde son compteur. Exactement. Enfin, déjà, quand il est à 60 ou 70 km/h sur le périphérique parisien, où en gros les voitures sont à 15 km/h, c'est déjà rapide. Hein, quand même, oui, mais justement, on est contre. C'est le différentiel 10-20. Hein. Et je peux vous garantir par expérience que s'il y a une manœuvre d'un automobiliste, vous le sentez tout de suite. À cette vitesse-là, même s'il met pas sa fameuse, oui, non, mais ça se voit, hein, tout de suite, vous le sentez, hein, et ça vous permet quand même d'éviter un accident. Pour ou contre alors l'autorisation pour les motards de fameux le remont de fil? Oui, le remont de fil qu'on voit. Non, le remont de fil, nous ne sommes pas opposés au remont de fil, à condition bien évidemment que ça soit encadré par le code de la route, avec des dispositions techniques sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais c'est une pratique qui existe.
Et je comprends bien les motards qui l'emploient, c'est pour aller plus vite dans les embouteillages. Donc Ceci dit, à c'est titre évident. personnel, j'ai déjà vu je devrais peut-être pas le dire, mais j'ai vu des motards de la police nationale le faire. Alors, Oui, mais pour l'instant, c'est une pratique tolérée pour l'instant. Ce qu'il faut, c'est l'encadrer. Et le gros avantage de l'encadrer, c'est que ça sera dans le code de la route, et on y revient encore, ça sera dans la formation dans les auto-écoles. Aussi bien pour les motards qui apprendront ce remont de fil que pour les automobilistes qui apprendront ça. C'est pas dans la formation, c'est pas toléré, donc c'est pas dans la formation. On apprend un certain nombre de choses. Je ne connais pas le détail particulier. Par exemple, l'évitement, la porte qui s'ouvre. Ça, c'est quelque chose qui est dans la formation du motard. Heureusement, ce n'est pas tous les jours qu'une porte s'ouvre devant vous. Donc là, je dois avouer que je n'ai pas le détail. Ça fait longtemps que je l'ai passé, moi, mon permis. Donc, je ne sais pas si... On apprend pas à faire le remont de fil. Voilà. On apprend à passer entre des poteaux et des chaînes. C'est pas large. On apprend aussi à passer sur une poutre. Donc on est un peu dans cette configuration. Le remont de fil, ça concerne les motards et aussi les automobilistes. Alors, ils le savent déjà, bien sûr, qu'ils peuvent être rattrapés par des motards, mais si c'est enseigné dans les auto-écoles et dans le code de la route, dans les tests du code, ça ne peut être que bien. Ça ne peut être que bien. La répression à tout prix, est-ce que c'est une bonne chose? Parce que là, on entend dire le préfet, on va faire des contrôles plus fréquents. Est-ce que c'est une bonne solution? Pour les excès, oui. Ouais. Oui. Les gros excès, oui. Certainement. Maintenant, pour les petits excès, je trouve que ça va trop loin, quoi. Ça sent. Les gens n'y croient pas. N'y croient pas parce qu'on a l'impression qu'on va leur prendre du fric. C'est leur réaction. Et s'ils pensent comme ça, ça ne peut pas marcher. Voilà. Je voulais aussi une réaction sur les fameux scooters 3 roues dont parlait le préfet dans l'interview. Vous dites oui, on vient justement d'en parler avant. Alors là, du coup, c'est peut-être une catégorie de pilotes qui sont peut-être pas forcément des motards aguerris et des vrais motards dans l'âme, j'ai envie de dire, mais plutôt éventuellement avec un cliché, mais plutôt le cadre supérieur qui veut aller vite travailler, donc il prend son scooter 3 roues en se disant avec une 3 roues. Je suis stabilisé. Il s'avère que non, quoi. Oui, non. Ça se comporte exactement pareil qu'une moto quand ça roule. Si ce n'est que quand on s'arrête, il y a un système qui permet de verrouiller la position et ce système se déverrouille dès qu'on commence à rouler. Donc non, ça ne protège en rien de plus les... Et ils sont souvent assez puissants d'ailleurs, ces fameux scooters. Oui, il faut avoir le permis moto pour construire certains scooters. Pas toujours. La formation, des fois, des 7 heures suffit si les scooters 3 roues... sauf s'ils dépassent les fameux 80 cm maintenant. Je vous laisse, parler de ça. On en parlait tout à l'heure, mais il y a effectivement des constructeurs qui ont trouvé l'astuce d'élargir l'empattement pour que les engins ne soient plus classés dans la catégorie motocyclette, mais dans la catégorie tricycle, avec laquelle il suffit d'un simple permis B, tel que le mien, pour conduire ces engins qui peuvent atteindre 500 cm3. Voilà, c'est ça. Or, pour les gens qui seraient tentés par ça n'a rien à voir avec des voitures. Ce sont bien des motos. Donc, mais ça vous l'expliquez. C'est-à-dire que le scooter 3 roues peut devenir un 500 cm3, c'est quand même... Enfin, voilà, ça va vite sur la route et on peut le conduire avec un permis moto sans avoir aucune connaissance d'un 2 roues. Comment ça se fait que ça ne soit pas réglementé, ça? C'est réglementé, mais c'est réglementé. Non, c'est pas ça. Je dis, il y a une norme. Et les constructeurs jouent avec la norme. Ils se mettent à 1 cm au-dessus de la norme. Alors, il faudra peut-être revoir les normes au niveau européen. C'est probable. Parce que c'est très mais les constructeurs ne trichent pas. Ils profitent de tout le système. Et ça, c'est un vrai danger quand même sur la route. On les voit, ils sont assez hésitants. On les sent assez hésitants. Je ne sais pas si c'est plus dangereux qu'un 2 roues. C'est-à-dire, je ne pense pas que les statistiques, je ne sais pas ce que vous en pensez, on ait suffisamment de recul pour savoir si le 3 roues est plus dangereux que le 2 roues. A priori, c'est quand même plus stable, mais on a, comme vous l'avez dit à l'instant, des gens quand même moins expérimentés qui passent directement de la voiture aux 3 roues pour aller au boulot, sans grande expérience. Enfin, je précise juste que la formation des fameuses formations des 7 heures obligatoires pour ceux qui veulent conduire des 125, pour le 3 roues, c'est plus cher. Alors, si la formation est plus chère, à mon avis, c'est qu'il y a plus de choses à apprendre. Elle est un peu plus coûteuse. Je voudrais passer à un autre sujet maintenant, c'est les radars.
On est en plein dans l'actualité puisque depuis lundi, il y a les fameux nouveaux radars embarqués donc dans les voitures qui pourront flasher les voitures qui passent, qui arrivent, enfin, en gros, pour être flashés dans tous les sens. En tout cas, pour ceux qui font des grands excès de vitesse, je le précise, il y a 19 départements qui sont concernés en France, dont le département des Yvelines. Il y a aussi ces fameux radars, dont il y a un qui va apparaître sur la 13 en direction de Poissy, qui pourra à la fois flasher soit les limitations de voitures, soit les limitations de camions. Vous en pensez quoi de ces radars? Si c'est pour effectivement réprimer les grands excès, il n'y a pas de souci, on n'est absolument pas contre. Maintenant, si c'est pour alpaguer tous les usagers de la route qui dépassent, qui font des petits excès de vitesse de 10, 20 km/h, je crois que voilà, on n'est pas pour, absolument pas pour. D'accord, donc mitigé, ou il faut savoir où ils sont placés, il faut savoir... S'ils sont embarqués, on ne sait pas trop où. Ouais. Alors, il y a de fortes chances qu'ils soient utilisés sur des axes très fréquentés. Si c'est sur des autoroutes, c'est encore là où les accidents sont les moins nombreux, donc c'est un peu bizarre comme démarche. On ne sait pas où ils seront. Voilà. On connaît les marques des voitures, je ne les citerai pas, les marques des voitures ont été dévoilées. Vous en pensez quoi de ces radars? Là, je ne partage pas la position de la FFMC. Il faut de la prévention, bien évidemment, puisque tout le monde sait, enfin tout le monde ne le sait peut-être pas, mais la vitesse est la deuxième cause de mortalité sur la route. La première, c'est l'alcool? C'est l'alcool. Tout compris, enfin pour les motos comme pour les voitures. C'est la deuxième cause de mortalité sur la route. La prévention ne suffit pas, et il faut de la répression. Et 20 km/h, pour moi, c'est pas un petit excès de vitesse. On va pas faire de calcul, mais la différence de freinage entre 50 km/h et 70 km/h est quand même importante. Donc, nous sommes, pour les radars, puisque les chiffres le montrent. Quand il y a des radars, il y a moins d'accidents. Les statistiques le montrent. Donc, évidemment, c'est pas l'idéal. Le mieux serait qu'il n'y ait pas besoin de radar. Mais je vais être très pragmatique. Si les gens doivent payer des sous pour améliorer la voirie et éviter que les autres payent des impôts, moi j'aime autant que ce soit les gens qui commettent des infractions au code de la route plutôt que les autres. Plutôt que les autres. Une dernière question avant de passer à la limitation d'âge ou pas pour la conduite. Limiter la vitesse sur les départementales à 80 km/h au lieu de 90 km/h, c'est le comité d'experts du Conseil national de sécurité routière qui a rendu un avis qui le préconise. Alors 10 km/h en dessous, est-ce que c'est à ce point-là, ça peut à ce point-là réduire le nombre d'accidents, Joël Petit? Alors, nous ne pensons pas qu'il faille réduire de façon autoritaire sur toutes les départementales la vitesse de 90 à 80. Mais il y a des endroits, incontestablement, où 90 est trop rapide. J'étais en Corse cet été, en vacances. Les départementales limitées à 90, mais moi je dépassais pas le 60. C'est parti. Ah oui, mais c'est limité. Les routes de Corse, elles sont vraiment pas larges. C'était limité à 90 quand même. Je peux vous dire, il y avait des gens qui faisaient du 90, enfin, des autochtones, je pense. Des Corses qui savaient très C'était bien des conduire Corses. sur leur route. Mais non, il y a des endroits qui méritent très certainement d'être limités à 80, des départementales, mais il ne faut pas systématiser, bien sûr, et laisser le soin au préfet d'étudier au cas par cas. Mais nous ne sommes pas pour une généralisation de la limitation à 80. Ça va faire encore une limitation de vitesse supplémentaire. On a déjà des nationales, comme la ligne 10, par exemple, qui traverse les Yvelines, où il y a un coup, elle est à 110, un coup à 90, ça va coup changer, à 70. Ça. Ah bon, vous nous assurez que ça va être harmonisé tout ça, parce que c'est un peu compliqué. C'est le but, c'est un au peu niveau de la préfecture. 90, 80 au lieu de 90. Oui, sur les départementales, malgré tout, je vois peu de contrôle quand même. Moi, je suis un adepte des départementales parce que je m'ennuie sur les autoroutes. Donc, je vois malgré tout peu de contrôle. Donc, que ce soit 80, 90. C'est pourtant là que sont les accidents. Oui, bien sûr. Mais c'est ça le souci, c'est que c'est peut-être pas assez contrôlé. Parce que malgré tout aussi, sur un départemental, il y a aussi moins de passages. Puis, il faut savoir aussi que globalement, la plupart des départementales sont utilisées par des gens, des locaux, et ces locaux savent très bien où sont les radars, etc. Donc, ils passeront à des vitesses tout à fait normales devant ces radars, et donc c'est complètement inefficace, vous voyez. C'est le chien qui se mord la queue, là. Okay, c'est votre avis. On va faire une petite pause avant de parler de la dernière thématique sur la limitation d'âge. Comment réduire le nombre d'accidents sur la route? Eh bien, c'est la question que nous sommes allés poser aux habitants de Saint-Quentin. On écoute leurs réponses. Surveiller l'alcool, surveiller la vitesse et aussi voir que les piétons ne font pas n'importe quoi. Limiter le nombre de voitures.
Un peu de tout, de vigilance, de gens qui traversent un peu à droite, à gauche sans regarder éventuellement, et puis déjà, si on avait un véhicule, être maître du sien, quoi. Reprendre le vélo, tout simplement. Il faut toujours chasser l'alcool au volant et faire attention avec les jeunes conducteurs qui sont un peu fous au volant, les hommes particulièrement. La responsabilité de chacun, c'est un peu à nous de ne pas prendre la route pour un jeu, de se dire qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a aussi du monde avec nous et à nous de faire attention. Alors maintenant, on va changer de thématique. On va parler de la limitation d'âge pour la conduite et on a, je crois, au téléphone Simon Midal. Bonsoir. 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 Vous êtes délégué francilien de l'Automobile Club Association. Vous auriez dû être en plateau avec nous. Vous êtes bloqué sur la route. Absolument. Ça n'avance toujours pas. Malheureusement, j'ai voulu éviter l'autoroute et je me suis fait coincer dans une petite rue avec les pompiers. Et voilà. Et voilà, il va venir en transport en commun, Monsieur Midal. Mais c'était normal. Mais voilà. Compliqué aujourd'hui. Bon, alors on va parler de faut-il imposer une limite d'âge pour conduire? Je rappelle ce triste fait divers samedi, une femme de 84 ans qui a pris l'autoroute à contresens dans le Cher, elle est décédée, ainsi que la conductrice qui l'a percutée. Alors vous allez me dire, il n'y a pas que des personnes âgées qui prennent l'autoroute à contresens, et vous aurez raison. Malgré tout, pour l'association pour l'Automobile Club, pardon, est-ce que, à votre avis, il faut limiter l'âge pour conduire? Ce qui veut dire, à un moment donné, on arrête, faut arrêter. Bon, alors, à votre question, je réponds non, limiter l'âge, sûrement pas. Parce qu'il y a des gens que nous connaissons tous à 60 ans qui feraient bien arrêter de conduire et d'autres qui à 85 ont une conduite exemplaire sans accident et sans aucun problème. Donc, je crois que c'est au conducteur, à l'automobiliste d'être assez correct, dirons-nous, et assez se connaître pour pouvoir prendre les décisions opportunes. Il y a, avec ses médecins, ses pharmaciens, la possibilité de connaître son état. Donc, à ce moment-là, c'est à chaque automobiliste de prendre ses responsabilités en sachant que s'il n'est plus apte à conduire, il arrête. Et nous connaissons tous des exemples autour de nous de gens qui ont arrêté de conduire. Ouais, il faut encore pouvoir avoir le courage et peut-être la lucidité. C'est pas facile quand on vieillit de se dire je ne suis plus apte à conduire, ça c'est pas simple. Mais à votre avis, est-ce qu'il faudrait un examen médical malgré tout imposé? Comme dans certains pays, il y a un examen médical. Mais alors je vais vous répondre. Par exemple, dans certains pays comme l'Italie ou l'Espagne, je vous jure et je peux vous prouver que vous allez voir un médecin pour un certificat médical, le médecin vous le donne immédiatement. Il n'y a même pratiquement pas d'examen. Ça fait rire nos invités en plateau. Ouais. Donc ça peut ne pas être bien sérieux tout ça. Jean-Yves Petit. Non, c'est pour ça, il faut responsabiliser. Si vous voulez, aujourd'hui, notre action à nous, à l'ACA, à l'association, notre action, elle est simple, elle est réellement de responsabiliser les automobilistes et en tout. Que ce soit sur la vitesse, que ce soit sur les problèmes de voiture, que ce soit sur les pneus, que ce soit sur effectivement la conduite, il faut responsabiliser le conducteur. Et c'est ce qui arrive de plus en plus lorsque nous pouvons le réaliser. Et il y a des essais, par exemple, en Alsace actuellement, il y a un club qui s'est ouvert des personnes seniors pour justement la conduite et ils se contactent, ils sont en relation avec l'association sur place dans le cadre de l'Alsace et je peux vous dire qu'ils ont effectivement une conscience parfaite de leur responsabilité d'automobiliste. Oui, je vais poser la question à nos invités en plateau. Jean-Yves Petit, alors vous, est-ce qu'il faut limiter l'âge? Est-ce qu'il faut un examen médical? Est-ce que vous partagez le point de vue de Simon Midal? Oui, je partage le point de vue de Simon Midal. Limiter l'âge, il l'a parfaitement dit, c'est non. Et l'examen médical, comme il l'a dit également, c'est pour l'instant pas une solution qui fait ses preuves. Dans un certain nombre de pays d'Europe, c'est obligatoire, pas uniquement d'ailleurs pour les personnes âgées, ça dépend des pays, mais statistiquement, il n'est pas prouvé que ça apporte un avantage, que ça apporte un bien. Et enfin, j'ajoute qu'en France, je ne suis pas certain que nos médecins soient prêts à prendre cette responsabilité. Ah oui, parce que ce sera à eux de dire ça sera oui à eux ou non, de dire le coup près, oui, vous pouvez conduire, non, vous ne pouvez plus conduire. Avec toutes les dérives dont M. Midal a parlé et qui pourraient très bien arriver chez nous aussi, évidemment. Jean-Luc Prévost. Excusez-moi d'intervenir. Je voudrais simplement préciser qu'il y a un moyen qui est très simple, qui s'appelle les assurances. Parce que les assurances, au bout d'un certain nombre d'accidents, et notamment pour les seniors, refusent de les assurer.
Oui. Et là, il y a véritablement ça résout un problème. Un intermédiaire extrêmement utile dans le cadre, justement, des seniors. Jean-Luc Prévost. Bon, je suis d'accord aussi, pas d'imitation. Faut que la personne sache éventuellement si elle est en état ou pas de pouvoir conduire. Par contre, il y a quelque chose dont on oublie beaucoup, on parle d'alcool, de drogue, mais on ne parle pas souvent de médicaments. Oui. Et en France, il paraît que nous sommes des gros consommateurs de médicaments. Oui, et notamment d'antidépresseurs. Je ne dis pas que les personnes âgées prennent plus d'antidépresseurs que les autres, mais il y a certains médicaments qui effectivement nécessitent une vigilance accrue sur la route. Voilà, il y aurait peut-être une étude à faire dans cette direction pour savoir vraiment quelle est la portée de cette consommation de médicaments. Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé d'ailleurs des pharmacies. D'accord, tout à fait. Comme ça, vous êtes tous les trois d'accord. On va finir cette émission. Merci Simon Midal d'avoir répondu à nos questions. On va finir cette émission avec une autre question du jour. On est allé dans les rues, toujours de Saint-Quentin, cette fois-ci, pour demander faut-il imposer une limite d'âge pour conduire? Je pense que ce serait tout à fait normal quand même, parce qu'on arrive à un certain âge, on n'a plus les mêmes facultés, on n'a plus les mêmes réflexes que quand on est plus jeune. Ah oui, parce que certaines personnes arrivent à un certain âge où ne maîtrisent pas tout ce qui est visuel, l'audition. C'est selon aussi les facultés qu'on a encore, la possibilité, les mouvements, les gestes, enfin les réflexes, tout ça. C'est sûr, passer des tests, oui, c'est sûr, sans interdire si vraiment la personne a envie de conduire. Pas forcément une limite d'âge, mais en tout cas un suivi plus important, plus régulier. Il faut surtout une surveillance médicale, quel que soit l'âge, parce qu'il y a des plus jeunes qui sont sous médicaments, qui sont dangereux, mais des personnes âgées qui sont très dangereuses, effectivement. À partir d'un certain âge, il faut vraiment surveiller de façon bien régulière, à mon avis. Voilà, et le mot surveillance, effectivement, pour la conduite des personnes âgées. Merci en tout cas à vous deux d'être venus en plateau pour nous parler de sécurité routière. Je rappelle que c'est la semaine bleue en plus en ce moment et qu'il y a plusieurs opérations qui sont menées pour les personnes âgées, notamment un spectacle interactif jeudi à la Verrière où il y a encore l'école de conduite française qui organise des formations pour les seniors. Cette émission est terminée. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission du 7-8 Société. À bientôt.